les revêtements qu'on met, qui sont des revêtements anti-choc, vous savez, eh bien, et avec des gamins qui vont avec des casques. Alors effectivement, il y a moins de fractures du crâne, mais il y a énormément de fractures du bras, des jambes, etc. Parce que se sentant complètement secure, ils font du n'importe quoi, voilà, ils se prennent, voilà, donc voilà. Et alors on a effectivement ce que j'appelle le guide du trouillard. Les parents désirent de plus en plus une chute sans danger. Vous avez une augmentation considérable des allergies, puisqu'il ne faut pas une seule merde de chien ou un caca de chat dans les... Vous voyez, et donc du coup, tu te chopes tout ce que tu peux te choper. Et puis, les parents, alors, les parents sont de plus en plus dans des registres anti-aventure. Et c'est pourquoi Lyon, Paris, Montpellier ont installé des jardins interdits aux parents. En introduisant, et ce à quoi j'ai participé, pour ceux qui le suivent, voilà, j'avais, pour ce à quoi j'ai participé, alors des endroits où il y a des planches avec des clous, on est d'accord? Et là, voilà, on a moins de pépins, de même que, alors tout ça on le sait depuis les pays nordiques, depuis le Danemark, où vous seriez étonné d'apprendre que les enfants peuvent manipuler, même en âge maternel, peuvent manipuler des scies manuels, des scies électriques, etc., et qu'il n'y a pas plus, et il y a même moins, vous imaginez bien moins d'accidents. Voilà. Alors, au fond, si on passe maintenant, on va passer au chapitre de la vie qui est spéciale et de la mort. Là, c'était un petit tour d'horizon autour des peurs classiques. Je rappelle le capital dont nous pouvons bénéficier tous les uns et les autres. Le capital, à mes yeux, est un capital qui, dans un premier temps, est un capital bien portance. Je vous ai fait des rimes. Hein. Bien portance, effectivement, bien se porter est un capital. Pour ensuite avoir aussi un deuxième capital, confiance en soi, mais aussi, et c'est d'actualité, confiance dans les autres, puisqu'on a une vraie tendance à déconstruire l'autre. Plutôt que de faire de l'autre une promesse, on en fait une menace. Ça, c'est hallucinant. Quelqu'un arrive, l'autre arrive, ça n'est pas une promesse, ça n'est qu'une menace. C'est pourquoi j'aime particulièrement travailler avec... je suis désolé, à cet égard, je ne me sens pas du tout française et je préfère travailler en pays anglo-saxon et en pays américain parce que ces gens, quand vous avez une idée ou quand vous venez, ils ne vous disent pas que vous allez leur vouloir du mal, etc. Et en termes de recherche, j'entends, moi, là-bas, dans les autres pays, j'entends quand je dis où sont passés les poils des prématurés parce qu'ils ont trop de poils, où est-ce que c'est, pourquoi le méconium, pourquoi, etc. Parce qu'en recherche, il faut avoir beaucoup de fantaisie. Aux États-Unis ou ailleurs, on me dit « Oh yeah, ok, plus ». En France, on me dit « Oh, ce sera pas possible ». Ah non, c'est pas possible. 5 conférences, point parenthèse, c'est pas possible. Mireille Dupuis, qu'on entend aussi, qui se présente à Villarreal, il y a trop de Mireille Dupuis, c'est pas possible. Maintenant, ce sera pas possible. Vous irez faire ça ailleurs, comme si vous faisiez un gros pipi, caca, etc. C'est hallucinant, hallucinant. Alors, confiance en soi, mais un peu dans l'autre, si vous voulez bien, sans être bisounours. Je ne confie pas ma voiture à un garagiste en me disant « il va me la péter ». Je confie ma voiture à quelqu'un en me disant « a priori, il va trouver, il va la réparer. Il va être OK++ avant que je découvre qu'éventuellement il ne l'est pas ». Terrible. Connaissance. Alors la connaissance au sens connaissance de plein de manières, connaissance émotionnelle, connaissance pratique, savante, et puis je ne mets qu'en dernier le capital finance. Je ne le mets qu'en dernier, même si il a énormément d'importance de partout,
Mais voyez, on a inversé la capitalisation actuellement. Vous avez remarqué? On le fait à l'envers, voilà. Mais allons tout de suite dans le thème, non pas qui nous intéresse encore plus aujourd'hui, dans la mesure où on pourra aussi monter des groupes spéciaux autour de la mort et autour de la vie, mais avant de parler de la mort, je voulais vous dire que la vie est déjà spéciale, que le monde est spécial, que l'esprit est spécial, et qu'ils sont déjà troublants, terriblement troublants, et je voulais vous dire qu'ils sont terriblement mystérieux. Alors, en quoi déjà avons-nous affaire au mystère? En plus du fait que la mort, on va y venir. La mort, j'en ai parlé beaucoup dans mes ouvrages, elle a 3 caractéristiques. Elle est ou maternelle, ou effrayante, ou justicière. Cette mort, vous avez remarqué, évoquer la mort, évoquer la peur et l'angoisse de tout, c'est évoquer en arrière-fond, effectivement, le fait de mourir ou pas mourir, de rester vivant ou pas, mort-vivant ou pas. Et cette mort, que nous nous figurons sur le plan individuel ou culturel, elle peut être maternelle, c'est-à-dire rassurante, nous accueillir, elle peut être effrayante, on peut la redouter à chaque instant, au point de s'empêcher de vivre. Et puis elle peut être justicière, c'est-à-dire au moins il y a une justice, même tout ce que vous voulez, de personnes avec plein de défauts iront, si ce n'est en enfer, en tout cas, mourront. Alors, elle est spéciale cette vie, elle est spéciale avec notamment les espaces mentaux que je voudrais aborder avec vous. Les espaces et continents cérébraux. Là, il y a un grand silence pour que je vous invite dans les espaces, dans nos espaces, si mystérieux et continents cérébraux. Alors déjà, comme mystère, vous avez ce qui préoccupe beaucoup les enfants, déjà, et les adultes, c'est la conscience et la perte de conscience. Est-ce que j'ai pas des moments où j'ai un petit court-circuit, j'ai plus de conscience, et est-ce que j'ai pas peur de perdre conscience? Ça, c'était typique du 19e siècle, avec non seulement les dames aux camélias, perte de conscience. Je la fais bien, hein, bref, elle a eu beaucoup d'hypoglycémie peut-être. Et puis, je voudrais aborder avec vous mecs et état de vigilance. Alors, qu'est-ce que les mecs? Ça, j'ai fait exprès, hein, ça c'est pour attirer votre attention. J'aime les mecs de chez Régine, j'aime les mecs de chez Citroën. Alors, les mecs, ce sont les modificateurs d'état de conscience. Et les états de vigilance, je vais vous dire une chose qui est très claire, malheureusement qui m'a pris près de 30 ans, c'est que même les nouveau-nés ne sont pas en bon état de vigilance. C'est-à-dire, on a 5 états de vigilance. L'éveil, dans lequel vous êtes, éveil attentif, l'éveil vigile, la vigilance, l'éveil calme, donc attentif, calme, agité, tourmenté, agité, sommeil lent, profond, physique, et sommeil paradoxal, celui des rêves. Vous y êtes? Rapidement, le bébé, il n'est pas en sommeil profond ni paradoxal, il n'a pas encore le stade 4 parce qu'il mourrait, il n'a pas un sommeil encore très profond, et puis le sommeil des rêves, il existe, mais il n'est pas encore ce qui s'appelle le sommeil des rêves. Mais pour faire rapide, même un nouveau-né n'est pas dans le bon état de vigilance. Il est trop fatigué pour boire, il a trop bu pour continuer à être attentif, et puis le nombre de nouveau-nés qui sont comme ça, qui naissent pas contents. Il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet. Nouveau-né, bonjour, t'as 2 heures de vie, tu fais déjà la gueule. Comme ça. Et si vous vous figurez des nouveau-nés genre Bouddha, vous savez, sage, qui va nous apprendre le sommeil radical, profond, machin, tu te mets le doigt dans l'œil, c'est clair. Là, ils sont jamais déjà dans le bon état de vigilance.
et nous sommes constamment en nos propres modificateurs d'état de conscience. Avec ou sans café, avec ou sans thé, on a toujours besoin d'être ravivé, excité, calmé, etc. Et ça n'est jamais forcément le bon moment et on n'est jamais forcément synchrone. Alors je pourrais vous dire toutes les ondes qui se passent dans vos cerveaux. Ça va de l'onde delta, delta qui est sommeil profond, theta l'imagination et l'intuition, tout dépend des fréquences, alpha qui est celle de la détente et du calme, bêta qui est celle de la tension extrême. Alors je dis souvent aux gamins en école maternelle, je dis allez les gamins, on fait les bêtas, ouais super. Donc on fait très attention. Et puis gamma, c'est celle des rêves. Et puis vous avez donc aussi ce moment incroyable qui vous trouble déjà, ce moment de l'endormissement. On n'a pas besoin d'aller... Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Qu'avec la vie, on flirte dans des sentiers un peu sinueux, un peu inconnus, et qu'on flirterait aussi avec des choses qui nous dépassent, des vertiges, des choses aussi qui nous inquiètent, oui, qui inquiètent les enfants, au tel point ou d'autres personnes qui ont peur de s'endormir. L'endormissement est aussi quelque chose d'assez magique, mais d'assez vertigineux. D'ailleurs, on a une petite crise d'épilepsie au moment où on s'endort, un petit sursaut, hein, hop, et voilà, et on tombe. Alors ça peut être délicieux, comme ça peut être un peu pétanche, etc. Alors l'inconscient et les rêves, rapidement malheureusement, mais l'inconscient aussi est forcément troublant. Nous sommes déjà, même avant la mort, même en tant que vivants, nous sommes des êtres troublants, avec cet inconscient qui participe à l'intuition, qui participe à la cognition, qui participe bien sûr aux actes manqués, c'est-à-dire aux actes réussis. Tout acte manqué, alors ça Jean-Jacques Goldman l'a très bien chanté, à nos actes manqués, yeah, 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 yeah. Alors lui, en plus c'est un collègue, hein, il a fait des études de psycho, il a été avec une psychologue, mais il a fait aussi des études de psycho, et c'est tellement bien dit. Et là, sachez que inconsciemment, votre inconscient correspond à peu près, nos inconscients correspondent à peu près aux 3/4 de notre psychisme. En gros, Freud disait, la conscience, ça n'est que la canne blanche de l'aveugle. Et tout le reste, c'est inconscient. Mais inconscient qui nous joue des bons tours ou des mauvais tours. Voilà. En matière de rêverie, de cauchemar. Voilà un univers étrange qu'on a du mal à explorer, qu'on ne veut pas forcément explorer, et par rapport auquel souvent les enfants ont la trouille. Et les rêves, alors les rêves sont d'une richesse et d'une ressource absolument phénoménale. L'inconscient n'est pas forcément notre ennemi, il participe à la connaissance, il participe aussi à nos fuites, il participe à nos rêveries, il participe aussi à tout ce qui pourrait être... Alors, je vous raconte, hein, là où on en est à la Salpêtrière actuellement, dans les plus grands laboratoires sur les rêves, on communique avec les rêveurs. On communique avec les rêveurs et notamment par contact. Alors vous savez que quand on est rêveur, on peut parler, hein, que vous pouvez questionner un rêveur, sauf qu'il bredouillera des choses, il vous répondra de façon un peu, voilà, pas forcément un peu à côté. Et puis une chose étrange, là on vient vraiment de rentrer en communication avec pas mal de rêveurs en laboratoire de rêve, donc on les fait compter, etc., ou raconter des choses, mais surtout, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que, alors je vais vous le dire assez rapidement, les malades atteints de maladie de Parkinson, qui donc auraient des tremblements, lorsqu'ils se mettent à dormir et à rêver, n'ont plus forcément ces tremblements. Et la recherche à mener est très intéressante. Si on pouvait effectivement utiliser ce bonus onirique pour effectivement traiter le Parkinson. Donc vous voyez, on est dans des univers extraordinaires et inconnus. Alors, on y va. Les expériences aussi courantes, limites. Ça va, vous allez bien? Ça va pas trop vite, c'est bon? Voilà, parce qu'il faut aussi... Alors, effectivement, on a des expériences courantes ou limites en permanence. Sommes-nous limites, même en expérience courante? La réponse est oui. La réponse est oui. On a aussi du déjà vécu en temps et autre vie. Déjà vécu. On a du déjà vécu. Et ce déjà vécu peut être considéré comme inventé
Ou si vous avez des impressions déjà vécues, on va vous dire « Ah oui, mais il y a peut-être quelqu'un qui te l'a peut-être dit, le papier peint de machin, ou quand tu avais, etc. » Non, c'est peut-être, voilà, voilà. Dans temps et d'autres vies. Dans temps et d'autres vies. Et là, tu commences à être pris pour un dingue. Alors déjà qu'avant, je vous dis, les états de vigilance et tout ça, bon. Et puis, il peut y avoir ce voyage dans le passé et le futur, avec cette relativité, voyage dans le passé, bien sûr, avec les souvenirs, mais aussi dans le futur, car sans faire un cours sur la relativité, vous savez très bien que le temps présent n'est qu'une construction. Le passé, le futur et le présent ne sont que des constructions. On est bien d'accord. Parce que lui, le temps, il s'en fout complètement. Il a, comme le dit Einstein, enfin, comme le dit Albert, tout est relatif, bien entendu. Albert disait, j'aime beaucoup, j'ai un de ses livres où il est en vélo, il adorait faire du vélo. Il disait, la vie, c'est comme le vélo, on n'est qu'en équilibre, il ne faut pas s'arrêter, il faut toujours pédaler. Bon, il a dit bien sûr autre chose, mais surtout quand Hawking a repris la relativité d'Einstein, il a dit quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que le monde est fini, mais sans bord. Le monde est fini, mais sans bord. Et quand on prend son livre, qui est La brève histoire du temps, ça va, vous allez bien? Quand on prend son livre, qui s'appelle La brève histoire du temps, il nous dit qu'à la fois, au cours de la lecture du livre, on va vieillir, mais on ne va pas vieillir. Hawking, vous savez, cet homme hallucinant, qui était paralysé de partout, qui n'avait plus que les paupières. Le monde est fini, mais sans bord. C'est-à-dire qu'il ne vous parle pas d'infini, il vous dit sans bord. Ah, c'est une phrase qui peut te... ça te fait matin, midi et soir, ça te fait toute la vie. Hein, cette phrase-là, c'est... Copidou. Voilà. Et puis, bien sûr, les mémoires. Alors, ce qui est étrange aussi, cher public, mémoire, les mémoires sont des MST, non pas des maladies sexuellement transmissibles, mais les mémoires sont déjà sensiblement transmissibles, c'est-à-dire que même nos souvenirs sont faux. Nous sommes des faux témoins de nos vies, des témoins, voilà, à peu près. Vous savez comment se commence une première scène de ménage? Vous savez très bien, les premières. Non? Vous en êtes à la combienième? Bon. Alors, c'est quand, par exemple, quelqu'un, plutôt un mec, parce que la mémoire est aussi assez, mine de rien, assez genrée, historiquement. Elle n'est pas génétiquement genrée, mais elle est genrée culturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand un mec te dit, oh, ben, je me souviens quand on s'est rencontrés, là, tu as un grand blanc, et toi, tu dis quand? Et là, il dit voilà, il sent tes... bon, voilà. Et il dit, tu portais une robe, alors il se trouve pas le mec, c'est une robe ou pantalon, tu vois, ou short, tu vois, mais une robe jaune à pois, et là, tu commences à te fâcher parce que tu n'as jamais eu de robe jaune à pois. Donc c'était une autre. C'était une erreur. Et là, il va essayer de se reprendre et ça va être, effectivement, c'est déjà mal barré. Et la mémoire, effectivement, nous joue beaucoup de tours dans la mesure où nous sommes des constructeurs permanents de souvenirs. Si vous voulez, il y a deux mouvements à la mémoire. Ça va, je ne vous embête pas trop. Il y a oblino, je fais un truc, c'est une synthèse de beaucoup de cours. Oblino et sublino. Oblino, je recouvre. Alors je recouvre, hein, genre là. Et je recouvre, je ne me souviens de rien, j'enfouis. Ah bon, ça s'est passé. Oblino. Et puis sublino, c'est-à-dire tu vas déterrer, tu vas aller chercher. Tu vas aller chercher soit en évocation ou en rappel. C'est-à-dire que le joli tour de cou que vous avez, l'écharpe, tiens, ça me rappelle, etc. ou évocation. Alors les mémoires sont déjà, elles sont 5, elles sont au nombre de 5, et elles sont des plus infidèles. L'infidélité commence déjà par les souvenirs. Mais ce qui est pas mal, puisque nous reconstruisons régulièrement les choses.
Délire, hallucination et état borderline, TDI, trouble de l'identité. Alors oui, alors ça y est, là maintenant on y est là. On commence à y être là. Bientôt on va être dans le coma, la mort et la mort dépassée et les near death experience. On y est là, on s'approche. Alors, délire, d'abord, il faut que vous sachiez que le pathologique n'est jamais issu que du normal. Au fond, ça n'est qu'une question de curseur. Vous avez tous les ingrédients de toutes les pathologies dans le normal, au niveau psychique. D'accord? Toutes les nuits, vous délirez. Votre inconscient, vos rêves, nos rêves sont des délires. Hein? D'accord? Sont un peu du n'importe quoi, parce que le ça, je fais gaffe, le ça de nos rêves, le ça, quelle heure il est, ça va? Je suis encore dans les temps ou pas? 7h10. C'est bon? Ça va? C'est bien? On a jusqu'à... Bon, parce que je suis là, moi je... Bon, alors, comme dit ma mère, j'ai plus un poil de sec, c'est ce que ma mère disait. Bon, c'est pas élégant, mais enfin c'est vrai. Alors, en sachant qu'effectivement, en gros, votre bloc inconscient, lui, il veut s'exprimer la nuit. Il attend qu'on dorme, et lui, il est le gardien de votre santé mentale. Quand les gens disent « moi je rêve pas », non, si tu rêves, et c'est le gardien de la santé mentale. Donc il fait, à la fois il intègre les acquis, il fait du n'importe quoi, mais le moi exige de lui qu'il déguise les rêves. C'est-à-dire, oh, le ça, tu vas pas simplement dire que tu as sauté ton prof de maths ou que tu as voulu, etc. Non. En général, c'est ou Eros ou Thanatos dans les rêves ou des rêves un peu quotidiens. Donc, tu déguises, s'il te plaît, et donc le ça est le gardien à ce moment-là du sommeil. Mais toutes les nuits, nous délirons. Qu'est-ce qu'une hallucination? C'est simplement quelque chose qui se passe au cours de la journée qui devrait se passer la nuit au cours de nos rêves. Et une hallucination, c'est une perception. Eh, c'est pas moi parce que je vous enfin, c'est bien. Si, c'est correct. Une hallucination, c'est une perception sans objet. C'est-à-dire, là, avec mon Villeda PowerPoint artisanal, donc là, si vous le voyez, c'est une perception. Vous voyez bien cette page, ce manche à balai, c'est une perception. Si je vous le cache, mais partiellement seulement, ça va devenir un souvenir, si je vous demande de vous souvenir, d'accord? Et si vous le voyez alors qu'il n'y a rien du tout, ça s'appelle une hallucination. Et une hallucination, c'est une perception sans objet. C'est-à-dire, vous pouvez être effectivement, vous pouvez voir ou entendre alors même qu'il n'y a rien et que ça n'est pas un souvenir. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle des voisinages sonores. C'est-à-dire qu'à certains âges, notamment les miens, on peut avoir des hallucinations sonores du fait qu'il y a des fréquences auditives qui sont extrêmement proches et qui peuvent nous faire croire à des voix ou qui peuvent nous faire croire à des éléments. Alors à des sonneries de téléphone, ça c'est évident, alors que c'est des oiseaux, mais voire même à des paroles. Et on peut avoir des hallucinations visuelles ou sonores. Et puis les états borderline, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais volontiers tout à l'heure, ou si on refait d'autres séances, les états borderline peuvent nous mener aussi à des troubles de l'identité. Les troubles de l'identité qui sont extrêmement fréquents actuellement chez les jeunes personnes, notamment des jeunes femmes, mais aussi des jeunes gens. On en a énormément, on a une déferlante actuelle de TDI entre 17, 18 et 20, 25 ans, voire même au-delà, et ça commence dès la post-adolescence. Qu'est-ce que c'est que ce trouble de personnalité? C'est être convaincu d'avoir des alters. Alters, A-L-T-E-R, c'est-à-dire d'autres personnes en nous, d'autres voix qui nous parlent. Attention, c'est pas simplement j'entends des voix, c'est que j'ai des personnes différentes dans ma tête, c'est-à-dire qu'on est plusieurs. Et il y a des alters protecteurs ou non protecteurs, auxquels on donne des noms et qui embrouillent l'identité initiale, puisqu'on est, d'abord, on n'est pas tout seul, et puis on ne sait plus tout à fait qui on est. Est-ce que tout le monde a bien compris? Avec dépersonnalisation et dissociation, c'est-à-dire que, à la limite, c'est pas Mireille qui agit, moi j'en reçois pas mal, qui me disent par exemple,
il y a quelque temps, une Marie qui disait, c'est pas Marie qui parle, c'est Sonia. Bon, ben, j'ai dit, d'accord, ben, alors donc Sonia. Vous voyez ce que je veux dire? Avec une souffrance ou pas, en sachant que nous considérons de plus en plus que c'est une manière de se protéger, d'avoir des haltères et d'avoir plusieurs personnes dans sa tête, vous avez bien compris, dans sa tête et dans ses actions. C'est-à-dire qu'on se sent poussé à faire quelque chose ou à dire quelque chose que Marie ne dirait pas, puisque c'est Sonia qui parle. Est-ce que tout le monde a bien pigé? Bon, bah, c'est bien, je suis clair, si vous avez pigé. Et voilà, oui, mais enfin, ça, voilà, c'est space. Est-ce qu'on doit les enfermer? La réponse est non. Actuellement, on fait une prise en charge globale, mais on en reparlera tout à l'heure, mais sinon on en enfermerait, beaucoup, beaucoup. Et en tout cas, ce que nous pensons les uns et les autres, ce que nous pensons, c'est que ce sont des signes protecteurs pour protéger, à être plusieurs, même voilà, c'est une manière de ne pas vouloir trop grandir et de ne pas vouloir avoir affaire uniquement. Marie ne désire pas avoir affaire simplement à Marie. Vous voyez ce que je veux dire? Et à rendre des comptes à Marie. Pour faire simple. Et vraiment pour faire simple de chez simple. Hein. Voilà. Mais attention, n'oubliez pas la voix intérieure qu'on a aussi, sans être en trouble de l'identité. On a tous une voix intérieure. C'est-à-dire que Mireille parle avec Mireille, et que si vous me donniez vos différents prénoms, y compris donc bien sûr Valérie, Valérie parle à Valérie tous les jours. Quelle est la moyenne de notre dialogue intérieur, de voix intérieure? Cette moyenne est élevée. Ah, oui. Elle est très élevée. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une réflexion, c'est-à-dire on réfléchit à ce qu'on va faire, ça n'est pas que du mentalé, du raisonnement intériorisé, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment Valérie qui parle à Valérie. C'est vraiment Mireille qui parle à Mireille. Qui dit, ah ben Mireille, tu devrais faire, oh ben oui, peut-être pas, oh ben oui, allez, vas-y Mireille, allez, vas-y, allez, va prendre ta douche. Ce que je me suis dit tout à l'heure. Allez, vas-y, si, allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, Mireille, vas-y. Vous voyez, l'espèce de voilà, dialogue, même court, mais qui a lieu quand à la fois on fait un bilan de connaissances, cette voix intérieure, mais qui est aussi un dialogue de type moral, avec soi-même, ou d'encouragement, etc. Tout le monde connaît. Pas toujours sympa. Hein. Ah, pas toujours sympa la voix intérieure, hein, parce que, bien vu, on va en reparler tout de suite, parce que ça fait partie aussi de l'examen de conscience. Est-ce qu'on s'estime et est-ce qu'on s'aime souvent? Vous seriez étonné d'apprendre que c'est plutôt non. Dans l'ensemble, c'est pour ça que quand on est sujet aux critiques ou au rejet, je veux dire, quelquefois, les autres ne nous rejetteront pas plus qu'on se rejette soi-même, puisque la première pierre qu'on jette, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est à soi, et non pas aux autres. Quand quelque chose arrive, on ne dit pas, non, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Donc voilà, c'est nos garde-fous. Alors maintenant, abordons non pas pour la plus petite part de notre rencontre, parce qu'on peut y consacrer aussi d'autres temps, abordons maintenant coma, fin de vie et prélèvement. Alors, eh oui, on a dit que la condition humaine était étrange. Alors coma, moi je vais vous demander, de fermer et d'ouvrir les yeux. Allez-y, fermez, ouvrez, d'accord. Je vais vous demander quel jour sommes-nous? D'accord. Et je vais vous demander de lever le bras droit. Parfait. Donc vous avez 15. Vous avez 15. Là, oui, vous êtes en pleine conscience. Vous êtes en pleine conscience. L'indice coma, il n'y en a pas. Hein. Vous n'êtes pas comateux, tout va bien, vous avez 15. Pour effectivement la sensorialité, vous avez 4. Pour ce qui peut être de la parole et de la conscience, vous avez 6. Et puis vous avez aussi un certain nombre de points pour aussi la motricité. Voilà, donc vous avez 15. Par contre, à 8, vous commencez à être dans le coma. À 3, vous êtes dans un coma sérieux. Et à moins de 3, vous êtes en coma dépassé.
D'accord? Je ne vous le conseille pas. Mais vous avez vu, on a des critères, on a des chiffres. Et vous avez remarqué en passant, chers amis, cher auditoire si attentif et qui m'est si précieux, vous savez qu'on est toujours noté, depuis la naissance jusqu'à la mort. Et tu commences à la naissance, paf, avec un Apgar. Et dis donc, toi, le nouveau-né, t'as combien? Moi, j'ai 7 sur 10. Ah, et toi, t'as 5? Oh merde, c'est mal barré. Moi, j'ai 10 sur 10 à mon Apgar. Et après, on est encore noté. Ah oui, et l'Apgar, c'est tout ce qui est la vérification avec les réflexes archaïques, l'état dans lequel tu te trouves. Et donc, tu es ou bien barré ou mal barré. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà, donc tu es déjà noté. Tu as, paf, noté. Voilà, Apgar, on en reparlera si ça vous intéresse. Et puis, bien sûr, on est noté après à l'école, même si l'école ne veut pas tout à fait nous noter en disant nanana, etc., que tu as des A, des B, des C, je t'en foutrais. Tu es noté au boulot. Tu es apprécié sur les réseaux ou pas, avec des notes, des machins, et puis au moment où tu es malade et où tu vas effectivement passer ou trépasser, tu es également noté. Bon, comme ça, on est tranquille, on ne sort pas du carnet de notes. Fin de vie, gestion de la dignité, on en reparlera. Fin de vie, quand la vie s'arrête-t-elle, on va revenir dessus, mais vous dire très rapidement et de façon synthétique, on est dans les soins palliatifs depuis 1999. La question des soins palliatifs existe depuis 1999, date à laquelle certaines d'entre vous et certains d'entre vous n'étaient pas nés. Vous imaginez? Et on est actuellement en train d'étudier la question. Après la loi Leonetti, qui est une loi qui nous dit que, voilà, alors oui, fin de vie, alors oui, on va utiliser la sédation. Bien sûr, on interdit l'acharnement thérapeutique que depuis 2005 et 2016. Et vous pouvez aussi, vous avez le droit de refuser traitement, de faire aussi des déclarations anticipées, mais alors on est en train d'étudier le fait de pouvoir prendre une mesure éthique d'aide à mourir. Non, la dignité. Mesure éthique. Et déjà, le Conseil de l'ordre des médecins a dit, nous, si une telle loi passe, on fait appel à la clause de conscience. Bingo. On est vraiment dans un contexte paternaliste. Et prélèvement. Alors, prélèvement, c'est aussi un domaine dans lequel je suis très active, non pas pour prélever, mais pour former beaucoup d'équipes dans la région, le Grand Est. Alors là, vous savez bien que normalement, on ne peut prélever que quand on est mort. Et vous saviez qu'il y a 2 morts maintenant, cardiaque et cérébrale. Avant, c'était cardiaque, et il faut maintenant que tu aies un électroencéphalogramme plat. Alors, oui, là, les morts et les conditions et les décrets, sauf que il y a une chose qui nous embête un peu. Je vous le dis. Je vous le dis? Je vous le dis. Il y a une chose qui embête un peu les soignants actuellement, c'est le décret de Maastricht. Le Maastricht 3 qui dit que on peut, à partir du moment où on cesse les traitements efficaces, à partir du moment où on cesse les traitements efficaces, je vous le dis, voilà. Donc normalement, on est donneur une fois qu'on est décédé. Tout le monde a compris? Ah, on a parlé des choses spéciales depuis tout à l'heure. L'inconscient, les rêves, les troubles de l'identité, les voix intérieures. Il n'y a pas que la mort qui est étrange. Il y a tout ce que nous vivons. Et là, on peut prélever si le donneur ou le patient est décédé, après arrêt circulatoire, maintenant consécutif à une limitation ou un arrêt des thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément. Vous avez bien compris? Tout le monde a compris. C'est-à-dire c'est le Maastricht 3 depuis 2005 qui nous embête à limitation ou arrêt des thérapeutiques actives en fin de vie.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir prélever. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces prélèvements? On va être très clair. Historiquement parlant, on est forcément dans une pénurie en France. C'est pourquoi c'est la seule loi, est-ce que je dirais qu'elle est antidémocratique? C'est la seule loi qui nous dit que si on ne s'oppose pas, on est volontaire. C'est-à-dire c'est la seule loi qu'on appelle une loi de refus. Si tu manifestes pas que tu es contre, alors tu es pour. T'imagines si tout ça c'était la même chose pour le sexe et tout. Bon, bref. Allez, passons à autre chose. Mais effectivement, cette loi de refus, elle est directement liée à une pénurie. À une pénurie, puisqu'il y a tellement de demandeurs et tellement peu de donneurs. Voilà. Même si vous pouvez donner de votre vivant. Voilà. Donc, nous voyons, prélèvement. Et maintenant, arrivons. Alors, vous voyez, c'est déjà spécial, hein, tout ce qu'on a abordé. Hein. C'est étrange, tout ça. Hein. Et paf, j'ai bientôt fini ma prise de parole pour vous donner la vôtre. Et quand on est dans une conférence, on vient effectivement, alors, oui, abordons la near-death experience. Mais c'est un peu déjà fait, hein, avec coma, prélèvement et near-death experience, ou ce que nous appelons effectivement la mort imminente. Alors, qu'est-ce que cette fameuse near-death experience? Alors, on parlera de... Alors, je vous ai mis tous les critères, hein, les 15 phases et facettes. Donc, je l'approche du téléphone. Si ça fait micro-ondes en même temps, c'est bien. T'as tout ou pas? Ça y est. C'est bon, là? Ouais, c'est bon. C'est bon? Impeccable. Alors, je vais vous lire les 15 phases qui sont... Alors, ça, c'est tout à fait intéressant. Ce sont 15 phases de mort imminente, de ce qu'on appelle la mort imminente, dont sont revenus les gens. Hein, on est bien d'accord? Les gens sont revenus de cet état, comme on revient tous les jours de nos rêves, de nos cauchemars, enfin si toutefois on se réveille. Hein. Si on ne se réveille pas, voilà, voilà. Et alors, les 15 phases sont les suivantes. C'est absolument congruent, c'est tellement congruent depuis les années 1970. Moody, on va être déjà dans les années 1970, donc on a un sacré recul. Et des gens qui ne se connaissent absolument pas ont exactement les mêmes témoignages, les mêmes dires. Ils avaient aussi les mêmes silences, ils n'osaient pas dire. Alors, en gros, je vous fais la liste, c'est le sentiment d'être mort et d'avoir une brume, une fumée blanche. C'est l'incommunicabilité, c'est-à-dire l'incapacité qu'on a de pouvoir sortir un mot ou de faire un geste. On est effectivement dans une paralysie quasi effectivement comateuse. On va y revenir. Troisièmement, le fait de constater, on sent qu'on n'est plus de ce monde. Quatrièmement, un sentiment de paix ou au contraire de tourment, mais souvent domine quand même le sentiment de paix. Cinquième point, les bruits avec ou sans musicalité mystique. Des bruits qu'on entend, qui sont soit les bruits de l'environnement, soit d'autres bruits. Ensuite, sixième point, l'entrée dans une région sombre et le fameux tunnel dont vous avez entendu parler. En tout cas, une entrée dans une région sombre, une région qui enveloppe, avec un tunnel. Septième point, la séparation du corps avec flottaison et changement de géométrie, c'est-à-dire souvent les gens se retrouvent en hauteur, au plafond, en hauteur. En tout cas, il y a un changement de géométrie. On n'est plus en 3D, on n'est plus dans cet univers. Huitième point, rencontre avec des présences et des voix connues d'avant, voire même des esprits. Neuvième point, voir et sentir rayons ou lumière qui nous entourent, ou lumière au bout du tunnel, avec un paysage édénique, c'est-à-dire plutôt paradisiaque. Les visions sont plus celles du paradis que de l'enfer. Dixième point, panorama, film de sa vie.
Il y avait un très bon film où jouait Piccoli dedans. C'était, vous savez, quand il a un accident de voiture et puis les choses de la vie, et qu'il revoit, il est sur le bas-côté, etc. Et ça nous arrive régulièrement. Quand effectivement on s'endort, par exemple, on fait le point sur sa vie, voire même d'avant, ou la petite enfance et tout ça. C'est souvent qu'on se fait du bilan. 11e point, frontières ou limites, c'est-à-dire qu'on sent des frontières et des limites. 12e point, le retour, qui est plus ou moins difficile et plus ou moins voulu. 13e point, le problème du témoignage, parce qu'ils ont tous eu des problèmes pour témoigner et se faire entendre. 14e point, des nouvelles perspectives, c'est-à-dire on ne revient pas de cette expérience comme on en était parti, et c'est absolument comme pour les suicides, ou comme pour effectivement des expériences chocs, on change complètement de point de vue et de perspective sur le monde et l'univers. Soit gris, ou au contraire nouvelle. Et puis, 15e point, confirmation, faisceau de preuves et même récit par les expérimentateurs. Voilà. Donc, on va y revenir. On va y revenir. Il n'y a pas de température. Et avant de de... la lumière, du bruit, il y a un appareil de chaleur ou de froid. Pardon? Tu as parlé de chaleur, de lumière, Oui. tu as parlé de bruit, de son. Oui. Il n'y a pas de notion de froid ou chaud. De froid ou de chaleur. De Oui. chaleur, Non, alors, ou au Il n'y a pas de contraire, ressenti. Non, alors il n'y a plus ce genre de sensibilité. Au niveau, on en reparlera au cours du débat, mais en somesthésie, il n'y a plus les mêmes sensations, évidemment, de chaud, de froid, même des sensations de douleur habituelles. Même s'il y a des sensations d'étau, ce sont d'autres sensations. C'est une autre géométrie, un autre rapport au corps. Un autre rapport au corps, avec notamment ce qu'on pourrait évoquer. Alors, il y a un certain nombre d'hypothèses. Les hypothèses scientifiques actuellement sont les suivantes. Non pas que la science veut tout rationaliser et veut avoir raison sur ces mystères qui peuvent rester vraiment des mystères, mais c'est que nous considérons qu'il y a une altération de la conscience liée notamment à une anoxie de plusieurs secondes après la mort clinique, mais il y a encore une activité cérébrale. Un certain nombre de scientifiques pensent que la near-death experience, c'est le fait qu'il y a un fonctionnement notamment anormal du système limbique. Vous savez, ce système où loge l'amygdale, l'hippocampe, l'ensemble des émotions, l'ensemble de nos mémoires. C'est ce système qui continuerait à fonctionner alors que cérébralement, tout ce qui est haut, évidemment, ne fonctionne plus. Un peu comme du sommeil paradoxal. Un peu comme du sommeil paradoxal. Je dis bien un peu parce que, voilà. Et là, alors, monde tangible, intangible, alors où sommes-nous exactement depuis tout à l'heure? Monde tangible, intangible, monde animé, inanimé, éléisme, vitalisme, spiritisme. Sommes-nous en dialogue avec les choses, avec les vivants, avec les morts? Peut-on être en dialogue? La réponse est oui, évidemment, puisque la culture, ce lieu culturel de livres où il y a beaucoup plus d'auteurs morts que d'auteurs vivants, par exemple, c'est dialoguer avec les morts. Dialoguons-nous avec nos morts lorsque nous y pensons? La réponse est oui. Et y a-t-il un vrai dialogue aussi avec des morts qui pourraient nous répondre? La réponse est aussi oui, dans la mesure où il peut y avoir des signes ou des signaux que nous pouvons interpréter, qu'on soit pur scientifique ou pas. Nous y reviendrons. Monde parallèle? Ah bah oui, monde parallèle et monde extra. Ben, vous n'allez pas me dire que les astrophysiciens ne cherchent pas constamment un monde extra au nôtre. Évidemment, il y a ces fameuses et récentes sursauts rapides. Alors là, ils s'excitent tous actuellement, les astrophysiciens, sur les sursauts radio rapides. Vous savez, les FRB qui traversent, qui sont plusieurs milliers par jour et qui sont des bruits très courts mais puissants venus de on ne sait où. Et les astrophysiciens, ils aimeraient bien non seulement aller sur Mars, mais il y en a 10 000 par jour, des FRB. 10 000 par jour, pendant des millisecondes, des bruits très puissants et qui viennent de très on ne sait où. Voilà. Il y a l'étoile de Tabi qui déconne aussi. Alors elle clignote régulièrement, sans qu'on sache pourquoi elle clignote. Et puis bien sûr qu'on cherche
on cherche quoi? Mais une vie ailleurs. Même les plus rationnels d'entre nous. Et puis, le monde parallèle avait déjà été, avec ce magnifique Everett en 1957, ces mondes relatifs, ces autres mondes parallèles, non pas des mondes extra à nous, mais aussi parallèles, pouvant vivre parallèlement à nous. Pourquoi pas? Pourquoi serions-nous les seuls? Et sans réduire au petit bonhomme vert. Et enfin, en vous remerciant de votre attention, on ne cesse... Ah ouais, faut que je vous présente. On ne cesse de s'imaginer d'autres vies. Alors, il faut que je vous présente deux livres. Celui-ci, d'Alain Babamankou, Le commerce des allongés. Alors lui, il est absolument extraordinaire. C'est l'histoire d'un jeune homme Liwa, qui était amoureux, enfin, la fille l'a jeté, et lui, en un mot commençant, mais je ne veux pas tout vous dévoiler, meurt, et il va d'ailleurs, au cimetière du frère Lachaise, le cimetière des pauvres. Il y a le cimetière des riches, et puis il y a le cimetière du frère Lachaise. Et lui, il assiste en fait, il meurt, et il assiste à sa veillée funéraire. Ah, il est mort, hein, il est mort. Il assiste à sa veillée funéraire. Vous êtes bien donc à Mailly-Champagne, bonjour. Vous êtes bien à Mailly-Champagne, avec Mireille et son balai, avec PowerPoint artisanal. Donc il assiste à sa veillée, et il va aller se venger d'un certain nombre de choses qui se sont passées, y compris ses chagrins d'amour. Et c'est un magnifique style extraordinaire, d'une vivacité, d'une perspicacité absolument étonnante, où vous allez voyager au royaume de la lutte des classes et la lutte des crasses qu'on a pu lui faire dans sa vie. Voilà. Et puis alors, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter celui que j'aime le plus au monde. Allez, Vlan. C'est pas lui, c'est lui. C'est plus lui. Alors, lui, il me plaît. Il me plaît tellement dans son humour. Il est un petit peu, comme on dirait en Champagne-Ardenne, il est un petit peu un bâton merdeux. On ne sait pas par quel bout le prendre. Il n'est pas toujours très aimable. Il s'appelle Pierre Bayard. Alors là, dès que vous tombez sur du Pierre Bayard, vous ne vous ferez pas de mal, puisque, avec un humour absolument extraordinaire, féroce, il nous parle des livres qu'il n'a jamais lus. Alors quand j'ai lu un de ses premiers ouvrages, Comment parler des livres qu'on n'a jamais lus, ça, merci déjà Pierre, bravo, merci mon gars. Après, il a écrit un deuxième ouvrage qui s'appelle Comment parler des pays où on n'a jamais été. Et c'est fait avec un humour, une intelligence et une culture, parce qu'il y a beaucoup de culture, beaucoup de référentiels. Et là, son dernier, qui est absolument délicieux, c'est Il existe d'autres mondes. Il existe d'autres mondes, et là, il nous dit combien on est capable, effectivement, d'inventer. Et entre autres, il nous dit ceci. Il nous dit que, bien sûr, Blanqui n'était pas en prison, il était bien au-delà de la prison, que Kafka ne s'inspire pas du futur, et qu'il va sans arrêt, lui, Pierre, nous inviter à déraper, bifurquer d'un monde à l'autre, à travers les arts, à travers le quotidien, à travers nos états de conscience. Et lui, c'est l'univers de la littérature. Et il nous dit qu'il préfère la pensée de la superposition à celle de la contradiction. Au nom de quoi? Et je suis d'accord avec Pierre. Et je ne la lui jetterai pas. Je suis d'accord avec Pierre. Pourquoi faudrait-il dire que ce monde existe contre d'autres, que celui-ci existe et donc que les autres n'existent pas? Pourquoi n'y aurait-il pas de la superposition au-delà d'une pensée de la contradiction, de la négation? Est-ce qu'on vous dit que A ne peut pas être non A? On vous dit ça. Mais A peut côtoyer non A. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
Alors, la toute dernière, alors, on ne peut cesser d'imaginer, alors, on ne cesse d'imaginer d'autres voies. Attends voir, j'y suis là. J'ai bientôt fini Véleda. Je ne suis pas sponsorisé. Alors, on ne cesse, chers amis, avant de nous laisser la parole, et peut-être de continuer nos réflexions autour de la mort et de l'au-delà, ailleurs, c'est le cas de le dire, et autrement. Je voulais terminer en vous disant qu'on ne cesse d'imaginer d'autres vies, seconde après seconde life, et là, évidemment, je fais allusion à tout, non seulement les jeux vidéo, toutes les séries, toutes les science-fiction, tous les univers dans lesquels aussi vous aimez vous balader. On ne cesse d'imaginer d'autres voies quand l'ennui gagne notre étroit, considérant que nous sommes trop à l'étroit, ce qu'on appelle le Unheimlich. Et puis on ne cesse d'imaginer d'autres voies, on ne cesse d'imaginer d'autres voies quand nous sentons d'autres choses. Et on ne cesse d'imaginer quand le réel ne nous suffit pas, l'ici, le maintenant, l'ici-bas. Et c'est pourquoi je voulais vous dire qu'on est toujours, qu'on le veuille ou non, vivant, mort-vivant, pas tout à fait vivant, pas tout à fait mort, totalement mort, encore mort, remort, pas mort, délirant ou pas délirant. Est-ce qu'il veut bien me mettre? Je voulais simplement vous dire, si la pince à linge le veut bien, que nous sommes à la croisée des infinis, avec ou sans bord, et à la croisée des chemins et des cheminements. Je vous remercie. Alors à nous maintenant.